Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal des Congo Buzz Télévision dont voici les grandes lignes. Un étudiant en deuxième gradué en médecine de l'université de Mbandaka tué par balle au cours d'une manifestation de protestation contre l'augmentation des frais académiques. En colère, ses collègues ont brûlé la maison communale de Wangata. Pris en otage depuis le 7 février dernier par la milice Codeco en Ituri, Thomas Lubanga et son équipe ont recouvré la liberté. Ils étaient partis pour engager des négociations avec les rebelles afin de pousser ces derniers à déposer les armes. Situation chaotique à Kinshasa, le prix du pain qui constitue un bien de première nécessité a pris de l'ascenseur à hauteur de 50%. À suivre dans ce journal, la réaction des Congolais face à cette augmentation de ces biens de première nécessité. Ouvrons ce journal par ce triste événement qui s'est déroulé ce mardi 12 avril à Mbandaka où un policier a ouvert le feu sur un étudiant en deuxième gradué en médecine de l'université de Mbandaka qui participait à une manifestation de protestation contre l'augmentation des frais académiques. En colère, ses collègues ont brûlé la maison communale de Wangata. Le point avec Bienvenue Aïe. La maison communale de Wangata, dans la ville de Mbandaka, mise en feu ce mardi par un groupe d'étudiants. Drapeaux, meubles, kits informatiques, documents administratifs et autres sont partis en fumée. Et pour cause, un étudiant de GD médecine de l'Unumba tué par balle par un élément de la police nationale congolaise. Selon M. Égide Malamba, témoin de l'événement, l'histoire serait partie de l'Ist Mbandaka, où les étudiants mécontents de la hausse des frais académiques, au-delà des 600 000 francs congolais fixés par les comités de gestion, ont débarqué à l'université de Mbandaka solliciter les concours de leurs camarades en vue de manifester. Face au refus des étudiants de l'UNUMBA, des bagarres se sont engagées et la police, dans son intervention, un élément incontrôlé a tiré sur l'étudiant. Un lieutenant qui dirigeait aussi l'opération, tué par les meurtriers qui ne voulaient pas des reproches du chef des troupes. Les décors sont gardés à la morgue Bonne Espérance de Mbandaka. On séjour à Goma accompagné de quelques membres du gouvernement, des parlementaires, mais aussi des officiers de la police et de l'armée. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une importante réunion de sécurité ce mardi 12 avril 2022 dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suivez. C'est pendant plus de 2 heures que la situation de la province du Nord Kivu a été décortiquée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au cours d'une importante réunion de sécurité lundi 11 avril 2022. On prépare à cette séance de travail les députés nationaux et les sénateurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, des Infrastructures et Travaux publics, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la Communication et médias, les chefs d'état-major général des FARDC, les commissaires généraux de la police nationale congolaise et des officiers de l'armée et de la police, les gouverneurs militaires, le maire de la ville de Goma et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Au cours de cette réunion de sécurité, il a été question de passer au crible de toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, qu'au plan infrastructurel. Nous avons parlé de la province dans les détails, a fait savoir Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous devions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de 3 heures de réunion où nous avons passé au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel. Nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège. Et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore là où il y a nécessité d'améliorer dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays.
Notons que le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué que des questions de développement de la province seront aussi abordées durant son séjour dans cette partie de la République. Toujours au chapitre de la sécurité, sachez que, mesdames et messieurs, Thomas Lubanga et son équipe qui étaient partis en négociation auprès des rebelles Codeco pour pousser ces derniers à déposer les armes ont recouvré la liberté après avoir été pris en otage depuis le 7 février dernier. Daniel Kamboa pour plus de détails. Je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec le colonel qui était avec nous, a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la Task Force est fière de notre armée. Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés et nous a permis de vivre ce moment terrible, ce moment de frayeur, ce moment de découragement, ce moment d'incertitude. Nous pensons que l'opération qui a été menée aujourd'hui a été possible grâce à ce courage qui nous venait de toute la population de l'Ituri en général. Autre chose dans ce journal, à l'instar des autres biens de première nécessité, le prix du pain a également pris de l'ascenseur à hauteur de 50%. Le pain qui se vendait à 300 francs coûte désormais 500 francs et celui de 500 francs se vend désormais à 750 francs. En difficulté, la population congolaise a lancé un cri de détresse aux autorités au micro d'Esther Amissi. Regardez. La hausse du prix des pains, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pénurie des carburants par-ci, montée vertigineuse des prix de la quasi-totalité des denrées des premières nécessités par-là, la population s'en trouve asphyxiée et crie son ras-le-bol. Qu'il s'agisse des pains, des fabrications locales ou ceux des industries, tous ont vu leur prix grimper. Aujourd'hui, la flambée des prix ne touche pas que le pain. Même le prix de la bière, du maïs, de l'huile, du carburant a également haussé. Le pays va mal. C'est une situation généralisée. Le prix de presque toutes les denrées de première nécessité a été revu à la hausse. Les sacs du foufou, des maïs, du riz, l'huile, le poisson chinchard, le poulet, pour ne citer que cela. Le problème de la faim n'est pas qu'il est lié au pain. Dans nos ménages, nos enfants ne mangent plus à leur faim. Que les autorités descendent eux-mêmes dans différents marchés pour palper du doigt la réalité. Que le gouvernement se penche sur la question pour des solutions. Les effets de la hausse du prix des pains se font déjà sentir dans des ménages. En effet, les parents sont appelés à doubler leur budget, rien que pour les petits déjeuners. Au niveau de ménage, ça nous paraît un peu difficile, surtout pour nous, le maman qui tenons les enfants. La consommation a haussé. Un enfant qui pouvait prendre une baguette ou deux, aujourd'hui vous en prend 3 ou 4. Ce qui fait que si vous dépensez X montant,
pour le petit déjeuner. Actuellement, il faut penser à X plus 2, plus 3, plus 4. Donc, au niveau de revenus, ça pose problème parce que le revenu n'a pas bougé. À noter que la baguette des 200 francs congolais se vend à présent à 300 francs. Celle des 300 francs congolais revient à présent à 500 francs congolais. Le petit carré est passé des 500 francs congolais à 750 francs congolais et le gros carré des 1000 francs à 1500 francs congolais. Le monde célèbre chaque 12 avril la journée internationale des enfants de la rue. Quelle est la symbolique de cette journée? Suivez la réponse dans cet élément signé Esther Pinda et Deborah Wamba. S'engager pour l'égalité, protéger chaque enfant, fournir l'accès aux services et créer des solutions spécialisées, tels sont les objectifs poursuivis par l'UNESCO en marge de la Journée des enfants des rues, célébrée chaque 12 avril. En République démocratique du Congo, des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes dans les rues, compte tenu de plusieurs circonstances, notamment la famine, le décès des parents, le phénomène sorcellerie et tant d'autres. Existe-t-il des lois portant protection de ces enfants? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect? Il y a une loi quand même dans la législation congolaise qui porte sur la protection de l'enfant en général, et donc y compris les enfants démunis, les enfants de la rue, les enfants vivant avec un handicap. Et donc les enfants en général, il y a un texte juridique qui effectivement présente les différents droits en termes des prérogatives, bien entendu, en faveur des enfants. Il y a un tribunal pour enfants qui est destiné pour juger toutes les matières relatives à l'enfant. Et ces tribunaux-là existent dans notre pays. Donc, en ce qui concerne le défi pour le plaidoyer, assurer la défense de nos enfants, surtout le vulnérable, je crois que cette responsabilité nous revient tous en tant qu'acteurs de la société. Nous devons monter au créneau pour assurer la protection de nos enfants. Comme nous sommes membres des Nations Unies, il y a une convention pour les enfants de la rue. Et alors, c'est en 2009 qu'on a créé une loi pour tous les enfants. Je peux vous donner quelques exemples de sanctions. Toute personne qui violente un enfant d'une manière sexuelle, cette personne est capable d'avoir une servitude pénale de 20 ans. Pour les parents qui n'arrivent pas à assumer la charge, on va enlever cet enfant de cette famille et trouver une famille d'accueil. Ces enfants de la rue, il y a plusieurs solutions pour eux. Trouver pour eux une famille d'accueil, les resociabiliser, à trouver pour un tuteur, ou pourquoi ne pas le rendre chez ses parents. Il s'y est dénoté que c'est en 2009, lors du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants de la rue, que cette journée a été instituée. En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, sachez que la France s'apprête à organiser son élection présidentielle qui va opposer Emmanuel Macron, président sortant, à Marine Le Pen. Quel est l'impact de cette élection sur l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier? Élément des réponses dans ces reportages signés Daniel Kamboa. Le temps est venu pour le peuple de se lever. Le temps est venu de rompre avec les forces qui attirent notre pays vers le fond pour qu'il retrouve très vite sa stabilité. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. L'affiche du second tour de la présidentielle 2022 sera la même qu'en 2017. Mais l'issue semble nettement plus incertaine. Voici quelques clés pour ne rien manquer du second tour prévu le 24 avril. Comme il y a 5 ans, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face au second tour. Les résultats complets ont été publiés ce 11 avril. Le président sortant a recueilli 27,84% des voix exprimées contre 23,15% pour la candidate d'extrême droite. Voilà près de 2 ans, le 16 janvier 2022, que Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait dans la course. L'héritière du Front National rebaptisé Rassemblement National de son père, Jean-Marie Le Pen, s'est présentée pour la 3e fois à la présidentielle. En 2012, arrivée en 3e position avec 17,9% de voix, elle avait été éliminée dès le premier tour. En 2017, elle s'est qualifiée pour le 2e tour où elle avait échoué face à Emmanuel Macron. Des candidats éliminés au premier tour ont appelé à voter pour elle, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan.
44 ans, deuxième candidature, président sortant. Les vrais faux suspense aura été entretenu jusqu'au bout. 5 ans après avoir été élu en déstabilisant le paysage politique français, voici donc Emmanuel Macron de nouveau pour faire la campagne pour un second mandat. Se voulant le plus consensuel et le plus inclusif possible, Emmanuel Macron a baptisé son projet et son site de campagne avec vous. Si son score des premiers tours est plus important qu'en 2017, le président sortant va toutefois devoir ratiser large pour s'assurer une réélection. Les réserves de voix issues des candidats éliminés au premier tour sont très incertaines. La plupart des candidats éliminés au premier tour ont appelé à voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. À la question de savoir quelle influence ces élections françaises peuvent avoir sur la politique africaine, Alain Bolodioua répond. Oui, en tant que sujet du droit international, chaque pays doit mettre sur pied de politiques extérieures, c'est-à-dire de politiques internationales, justement, pour se garantir une certaine stabilité au niveau interne. Et lorsque nous prenons la configuration ou le conflit d'intérêts qu'il y a entre l'Afrique et certains pays occidentaux, nous allons tous nous rendre compte que ces gens-là ne viendront jamais changer leur politique extérieure, justement parce que ils vont chercher à nous faire plaisir. Voyez-vous, Macron, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé une politique qui était déjà établie. Et il n'a fait que jouer sa partition, justement parce que, contrairement à chez nous ici, où le président de la République a le pouvoir d'influencer toutes les politiques et de donner de nouvelles orientations, au niveau de la France, par exemple, là, il y a un problème, c'est les systèmes qui s'imposent. Ce n'est pas la personne du président qui vient changer la donne. Parce que le multinational, qui joue un rôle prépondérant déjà par rapport aux politiques intérieures et aux politiques extérieures, ne voit que leurs intérêts. Et lorsque lui, il arrive, il va essayer d'adapter ses stratégies justement par rapport à cette vision d'ensemble. Et donc, je ne pense pas que le changement d'un président pourra éventuellement changer la situation au niveau africain. Face au score serré entre Macron et l'écologiste Le Pen, l'analyste Bolodioua lève l'option. Au niveau de la France, ce sont les intérêts qui priment. C'est-à-dire que quand les Français constatent que celui qui est candidat porte leurs aspirations, eh bien, ils peuvent comme ça voter pour la personne et pour son projet de société justement pour garantir leur stabilité sociale. Aujourd'hui, le fait seulement qu'il n'y a pas une nette évolution, c'est vrai, en termes de pourcentage, il y a 1,2, 1,7 pour chacun des deux candidats en termes d'évolution comparativement aux élections passées, mais ce qui est vrai, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre les risques de croire que Mme Le Pen a plus de chances que Macron, parce que là, il va maintenant se faire un jeu d'alliance. Et dans les jeux d'alliance, ça dépendra de la capacité des uns et des autres à céder et à accepter ce que l'autre offre. Et connaissant la capacité de M. Macron, je crois qu'il sera en mesure de convaincre les autres partenaires pour s'aligner derrière sa vision que Mme Le Pen, qui a déjà du mal à convaincre une certaine élite française au regard de ses positions tranchées sur certaines questions. Et les Africains pourront aussi jouer un rôle prépondérant par rapport à l'orientation de leur vote. Ce qu'il faut savoir du second tour, voici les calendriers. 13 avril 2022, décision du Conseil constitutionnel validant les résultats de l'élection et établissant la liste de 2 candidats habilités à se présenter au second tour. Du 15 au 23 avril 2022, campagne officielle pour les second tours. 24 avril 2022, second tour de l'élection du président de la République. 27 avril 2022, décision du Conseil constitutionnel validant les résultats de l'élection et proclamation officielle du nouveau président de la République. Et enfin, le 13 mai 2022, au plus tard, passation de pouvoir. Place à présent au dossier de la rédaction.
La commune de Kisenso en voie de disparition. Les travaux de construction de la route qui devait relier cette commune à l'université de Kinshasa, arrêtés depuis pratiquement 2 ans, ont causé d'énormes dégâts. Sur place, des familles entières ont perdu des parcelles et plusieurs autres biens. Deborah Wamba et Jacob Ngongolo nous font le point. La population du quartier Amba, communément appelée Chine, dans la commune de Kisenso en détresse, et n'essaie à qui s'est confié. Des ravins, des têtes d'érosion non entretenues continuent à faire tomber des bâtisses, des marchés, des parkings à chaque passage de l'eau des pluies. L'accès aussi à ces quartiers par des véhicules devient quasiment impossible. Plusieurs morts sont également enregistrés pendant l'écroulement des habitations. Ce tronçon était bien, sans problème. Nous fournissions de forts nous-mêmes pour le maintenir. Mais depuis le programme de 100 jours, tout est mal parti. Les gens sont morts lorsque les maisons se sont écroulées. Ça fait mal. Cette préoccupation, plusieurs fois portée à la connaissance des autorités du pays, mais sans succès. En 2018, la présidence de la République, dans son ambitieux programme des 100 jours, avait pris en compte la réhabilitation de ces tronçons défectueux et les fonds pour le début des travaux décaissés. Malheureusement, rien n'est fait et les travaux sont restés inachevés. Nous avions vu les Égyptiens venir pour débuter les travaux, mais jusqu'aujourd'hui, sans suite. Les maisons écroulées, les marchés partis. Il y avait un grand marché ici. Le poteau électrique tombé, nous déplorons. Signalons que plusieurs autorités ne cessent de fréquenter cet endroit avec des promesses d'y revenir, mais en vain. La population est abandonnée à son triste sort et ne sait à quel sens se vouer. C'est un grand marché ici. C'est un tronçon qui nous relie à l'Unikin. Nous les avons vus venir, mais sans suite. Les gens ont perdu leurs biens. Les fils électriques exposés, nous avons plein de problèmes ici. Et même pour l'eau potable, nous consommons l'eau de forage. Il est vraiment important que les autorités du pays ouvrent l'œil et les bons et surtout rester sensibles aux souffrances de leurs administrés en faveur de qui ils se sont engagés de servir. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des titres. Un étudiant en 2e gradué en médecine de l'université de Mbandaka tué par balle au cours d'une manifestation de protestation contre l'augmentation des frais académiques. En colère, ses collègues ont brûlé la maison communale de Wangata. Pris en otage depuis le 7 février dernier par la MINUSCO d'Eko en Ituri, Thomas Lubanga et son équipe ont recouvré la liberté. Ils étaient partis pour engager des négociations avec les rebelles afin de pousser ces derniers à déposer les armes. Situation chaotique à Kinshasa, le prix du pain qui constitue un bien de première nécessité a pris de l'ascenseur à hauteur de 50%. Vous avez suivi dans ce journal les cris de détresse de la population. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.